Ce jour-là, au cimetière, une petite fille m'a agrippé le bras et m'a chuchoté. « Il m'a prévenu que vous viendriez aujourd'hui. » J'ai demandé « Qui t'a prévenu ?» Elle a souri. « Votre mari. » Mes jambes ont tremblé. 15 minutes plus tard, le gardien du cimetière m'a trouvée pâle et confuse. Quand je lui ai parlé de la petite fille, il a simplement répondu « Quelle petite fille, madame ? Personne n'est entré ici depuis des heures. Je m'appelle Élise Morel. J'ai 64 ans. Et ce que je vais vous raconter maintenant, je l'ai gardé enfermé dans mon cœur pendant 15 longues années. Pas par honte, non, mais par peur qu'on ne me croie pas. Pourtant, ce matin-là, un jeudi gris de novembre, tout a ressurgi. J'étais retournée au cimetière du Père-Lachaise pour la première fois depuis l'enterrement. 15 ans exactement. 15 années où je n'avais pas eu le courage de revoir sa tombe. Pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que sa mort n'avait jamais été claire pour moi. Les allées étaient désertes. Une brume légère flottait entre les tombes. J'avançais lentement, serrant dans ma main une petite boîte en argent, celle où je gardais notre alliance à tous les deux. Je ne l'avais jamais rouverte depuis le jour de l'accident. J'ai fini par trouver la pierre tombale, simple, élégante. Henri Morel, 1948-2010. Époux aimé. Je me suis agenouillée. J'ai posé la boîte devant la tombe. Mes doigts tremblaient. « Henri » ai-je murmuré. « Si tu m'entends, si tu vois ce que je suis devenue, pardonne-moi. » C'est à ce moment précis qu'une petite main froide s'est posée sur mon épaule. Je me suis retournée brusquement. Une fillette se tenait là. 10 ans, peut-être 12, cheveux noirs emmêlés, vêtements sales, pieds nus dans des sandales trouées. Ses yeux sombres me fixaient avec une intensité troublante. « Madame Morel », a-t-elle dit d'une voix douce. Mon sang s'est glacé. Je ne portais aucun badge, aucun signe distinctif. « Comment connais-tu mon nom ?» Elle a souri, un sourire étrangement adulte pour une enfant. Il m'a prévenu que vous viendriez aujourd'hui. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Qui t'a prévenu ? Votre mari. Le monde a basculé autour de moi. J'ai dû m'accrocher à la pierre tombale pour ne pas tomber. C'est impossible. Mon mari est mort. Je sais, madame. C'est pour ça qu'il m'a demandé de vous transmettre quelque chose. Elle a tendu sa petite main sale. Dans sa paume, il y avait un bouton en nacre, un bouton de chemise. Celui que j'avais cherché partout la veille de l'accident d'Henri. Il manquait à sa chemise préférée. Celle qu'il portait ce soir-là. Ma vision s'est brouillée. Où as-tu trouvé ça ? La fillette a incliné la tête. Il a dit que vous le cherchiez encore, que vous ne dormiez plus à cause de ce bouton. Il a dit aussi qu'il était temps que vous sachiez la vérité. J'ai voulu parler, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Quelle vérité ? Elle a fait un pas en arrière, vers l'allée. Celle que vous refusez de voir depuis 15 ans, madame. Mais attention, quand on ouvre certaines portes, on ne peut plus les refermer. Et elle a disparu derrière une rangée de tombes. Je me suis levée d'un bond, le bouton serré dans ma main. J'ai couru après elle, mais les allées étaient vides, comme si elle s'était volatilisée. C'est là que le gardien m'a trouvée, tremblante, haletante. « Madame, ça va ? Vous êtes toute pâle. La petite fille, celle qui était là, vous l'avez vue ?» Il a froncé les sourcils. « Quelle petite fille ? Personne n'est entré ici depuis ce matin. J'étais à l'entrée. Je n'ai vu que vous. J'ai ouvert ma main. Le bouton en nacre était toujours là. Réel, froid, tangible. Le gardien l'a regardé, puis m'a regardé avec une expression de pitié. « Vous devriez rentrer chez vous, madame. Le chagrin... Parfois, il nous joue des tours. Mais ce n'était pas le chagrin. J'ai ramassé la boîte en argent, j'ai glissé le bouton dedans et je suis reparti sans un mot. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai ouvert la boîte et j'ai regardé les deux alliances. La mienne, la sienne, et ce bouton de nacre. Celui qu'Henri portait la nuit où il est mort. La nuit où tout a basculé. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai posé la petite boîte en argent sur la table de la cuisine. C'est étrange comme un objet peut ramener 15 années en une seconde. Je me suis assise, j'ai regardé autour de moi. Cet appartement du Marais que nous avions acheté ensemble en 1987. Les murs couleur crème. Le parquet qui craquait toujours au même endroit, près de la fenêtre. La bibliothèque en chêne où Henri rangeait ses livres de droit par ordre alphabétique. Une manie que je trouvais adorable. Tout était resté exactement pareil, comme si j'attendais qu'il rentre. Henri Morel était avocat fiscaliste, un homme méticuleux, élégant, rassurant. Il portait toujours des chemises blanches impeccables et des cravates en soie. Ses cheveux grisonnants lui donnaient cet air distingué que j'aimais tant. Nous nous étions mariés en 1973. J'avais 23 ans, lui 25, 37 ans de mariage. 37 années où chaque matin,
il me préparait un café au lait avec exactement 2 sucres, où chaque dimanche, nous marchions le long de la Seine en parlant de tout et de rien. Où chaque soir, il rentrait à 19h précise et m'embrassait sur le front avant même d'enlever son manteau. « Bonsoir, ma chérie. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé ?» Sa voix était douce, rassurante, celle d'un homme qui n'avait rien à cacher. Nous n'avions pas eu d'enfant. Ce n'était pas un choix, c'était la vie qui en avait décidé ainsi. Mais Henri disait toujours que nous étions une famille complète à 2, que notre amour suffisait. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Je me souviens de notre cuisine, des odeurs de coq au vin qui mijotaient le samedi après-midi, de la lumière dorée qui entrait par la fenêtre en fin de journée, de nos conversations autour de la table avec une bouteille de Bordeaux entamée. Henri aimait me raconter ses journées, ses clients difficiles, ses victoires discrètes devant les tribunaux. Il avait ce don de transformer des histoires de fiscalité en récits captivants. Je l'écoutais, fasciné, en pensant « cet homme est à moi ». Le soir, nous regardions les informations ensemble. Puis nous lisions, chacun dans notre fauteuil, avec la lampe sur pied qui créait une bulle de lumière chaude. Il levait parfois les yeux de son livre et me souriait. « Tu es belle, Élise ». Et je rougissais encore. Même après toutes ces années, nous faisions l'amour rarement, mais avec tendresse. Il me prenait la main dans la rue. Il laissait de petits mots sur le frigo. « Rentrez tard ce soir, bisous ». Ou « N'oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste ». Des petits riens qui construisent une vie. Un soir d'été, nous étions sur le balcon. Il faisait doux. Henri fumait un cigare, une exception qu'il s'accordait une fois par mois. Je sirotais un verre de rosé. « Élise », m'a-t-il dit en regardant les toits de Paris, « si je partais avant toi, promets-moi une chose. » J'ai ri. « Ne dis pas de bêtises. Tu as 62 ans et tu es en pleine forme. Promets-moi quand même. » J'ai posé mon verre. « Quoi ? Ne reste pas seule trop longtemps. Refais ta vie. Sois heureuse. » J'ai secoué la tête. « Arrête, Henri. Tu me fais peur. » Il a écrasé son cigare et m'a pris la main. « Je t'aime, ma chérie. Plus que tout au monde. Ne l'oublie jamais. Je n'ai pas oublié. Mais ce que j'ai découvert après sa mort, ce que je n'ai jamais voulu voir avant, ça a tout changé. Ce soir-là, dans ma cuisine silencieuse, j'ai ouvert la petite boîte en argent. Les 2 alliances brillaient faiblement sous la lumière. Et ce bouton en nacre, celui que la fillette m'avait donné, il semblait me défier. « Il est temps que vous sachiez la vérité. » J'ai refermé la boîte d'un coup sec, parce que la vérité, je la connaissais déjà. Je l'avais juste enfouie si profondément que j'avais fini par croire qu'elle n'existait pas. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, j'ai fait le même cauchemar. Henri, sa chemise blanche, un bouton manquant, et une femme que je ne voulais pas voir. Tout a commencé 6 mois avant sa mort, un détail si petit que je l'ai ignoré. Ou plutôt, je me suis convaincue qu'il ne signifiait rien. C'était un mardi soir, au mois d'avril. Henri était rentré plus tard que d'habitude, 21h au lieu de 19. Ce n'était pas la première fois. Depuis quelques semaines, ses horaires avaient glissé. Un nouveau dossier complexe, disait-il. Un client important. Des réunions qui s'éternisaient. Pardon, ma chérie. Le cabinet est débordé en ce moment. Je ne posais pas de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? Henri avait toujours été un homme de parole, fiable, transparent. Ce soir-là, pendant qu'il enlevait sa veste, j'ai remarqué quelque chose. Sa chemise blanche, celle qu'il avait mise le matin même, fraîchement repassée, était légèrement froissée au niveau du col. Et il y avait une odeur, pas désagréable, mais différente. Un parfum que je ne reconnaissais pas. Quelque chose de floral, léger, féminin. J'ai failli lui en parler. Mais je me suis mordu la lèvre. Ne sois pas ridicule, Élise. C'est probablement une collègue qui l'a frôlé dans l'ascenseur. Ou une cliente. Alors j'ai souri. Tu as faim? J'ai gardé ton assiette au chaud. Il s'est penché et m'a embrassé sur le front. Comme d'habitude. Tu es un ange. Mais cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je suis restée éveillée, à fixer le plafond, à chercher une explication rationnelle. Henri ne mentait pas. Henri m'aimait. C'était ma certitude. Les semaines suivantes, j'ai commencé à observer. Pas de façon obsessionnelle, juste attentive. Les retards se multipliaient, toujours avec une excuse logique, toujours avec ce sourire rassurant. Le dossier Mercier est compliqué, ma chérie. Je dois rester plus tard. Le client veut une révision complète avant lundi. J'ai eu une réunion de dernière minute avec l'associé principal. Un soir, j'ai fouillé, discrètement, les poches de sa veste pendant qu'il prenait sa douche. Rien. Pas de papier suspect, pas de numéro griffonné, pas de traces de rouge à lèvres. Tu vois, Élise, tu deviens folle pour rien. Mais il y avait autre chose. Henri était devenu distrait. Un dimanche, nous marchions le long de la Seine, notre rituel. Mais cette fois, il ne me parlait pas. Il regardait son téléphone toutes les 5 minutes. Un geste discret, rapide, comme s'il vérifiait quelque chose. « Henri, tout va bien ?»
Il a levé les yeux, surpris. Oui, pardon. Je pensais au dossier. Mais il n'avait jamais pensé au dossier avant. Pas le dimanche. Jamais. Puis, il y a eu la chemise. C'était la veille de l'accident. Un vendredi soir. Henri préparait un voyage d'affaires à Lyon pour le lundi suivant. Il faisait sa valise dans la chambre. J'ai voulu l'aider. J'ai pris sa chemise blanche préférée, celle en coton égyptien que je lui avais offerte pour son anniversaire, et j'ai remarqué qu'il manquait un bouton. Le troisième en partant du haut. Un bouton en nacre, finement travaillé. Henri, ta chemise, il manque un bouton. Il s'est retourné brusquement, trop brusquement. Ah oui, je ne m'en étais pas rendu compte. Tu veux que je le recouse avant ton départ? Non, ne t'embête pas. Je prendrai une autre chemise. Il a attrapé la chemise de mes mains et l'a fourrée au fond de l'armoire. Ce geste précipité, il m'a glacé. Henri, où as-tu perdu ce bouton? Il a souri, mais son sourire était crispé. Aucune idée, ma chérie. Ça arrive. Les boutons, ça finit par tomber. Puis il a refermé l'armoire et m'a embrassé sur la joue. Je vais finir de préparer ma valise. Va te reposer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu qu'il s'endorme. Puis je suis retournée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. La chemise était toujours là, froissée, au fond. J'ai examiné l'endroit où le bouton manquait. Le fil était coupé net, comme si quelqu'un l'avait arraché, avec force, dans un mouvement brusque. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'Henri ne l'entende depuis le lit. J'ai regardé sa silhouette endormie, paisible, innocente, et j'ai refermé l'armoire sans un bruit. Le lendemain soir, samedi, Henri devait dîner avec un client, un certain Monsieur Bernier. Nous devions nous retrouver après, au restaurant que nous aimions, le Procope. Une tradition quand il revenait d'un rendez-vous important. Mais Henri n'est jamais arrivé au restaurant. À 22h30, j'ai reçu un appel. Un accident de voiture, sur le périphérique, seul dans la voiture, mort sur le coup. Et dans la poche de sa veste, la police a trouvé une note manuscrite. 3 mots seulement. Pardon, Élise, pardon. Après l'enterrement, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai menti, pas aux autres, à moi-même. J'ai décidé que la note, ces 3 mots, pardon, Élise, pardon, ne signifiait rien de grave. Peut-être qu'Henri s'excusait d'arriver en retard au restaurant. Peut-être qu'il s'en voulait de m'avoir fait attendre. Peut-être qu'il avait eu un pressentiment, une intuition de sa mort imminente et qu'il voulait simplement me dire au revoir. Oui, c'était sûrement ça. Les gens du quartier, nos amis, ses collègues du cabinet, tout le monde était venu aux funérailles. Ils me serraient la main avec des regards pleins de compassion. Élise, nous sommes tellement désolés. Henri était un homme merveilleux, un avocat brillant, un mari exemplaire. Vous formez un couple si uni, c'est injuste. Et moi, je souriais faiblement. Je remerciais. Je hochais la tête. Parce qu'au fond, j'avais besoin de les croire. J'avais besoin que Henri reste cet homme merveilleux. Cet homme exemplaire. Sinon, qu'est-ce que ça faisait de moi? Une idiote qui avait passé 37 ans avec un inconnu? Non, c'était impossible. Henri m'aimait. Henri ne m'aurait jamais trahi. Les premiers mois après sa mort, je me suis enfermée dans notre appartement. Je ne voulais voir personne. Je ne voulais parler à personne. Je passais mes journées à errer d'une pièce à l'autre, comme un fantôme. Je préparais du café pour 2. Je mettais la table pour 2. Parfois, je m'asseyais dans son fauteuil et je respirais l'odeur de son eau de Cologne qui imprégnait encore le cuir. J'avais laissé ses affaires exactement où elles étaient. Ses livres, ses cravates, sa robe de chambre pendue derrière la porte de la salle de bain, ses lunettes de lecture sur la table de nuit et cette chemise blanche avec le bouton manquant au fond de l'armoire. Je l'avais regardée 100 fois, 1000 fois, mais je ne l'avais jamais sortie. Parce que sortir cette chemise, c'était accepter qu'il y avait eu quelque chose de caché, quelque chose de laid, et je ne voulais pas. Un jour, Marguerite, ma voisine du 5e, est venue frapper à ma porte. « Élise, ma chérie, ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vue. Je m'inquiète. » Je l'ai fait entrer. Elle a regardé autour d'elle avec une tristesse infinie. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Henri ne voudrait pas te voir ainsi. » J'ai haussé les épaules. Henri n'est plus là pour vouloir quoi que ce soit. Marguerite s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main. « Élise, je vais te dire quelque chose, mais promets-moi de ne pas te mettre en colère. » Mon cœur s'est serré. Quoi? Le soir de l'accident, Henri n'était pas avec Monsieur Bernier. J'ai retiré ma main brusquement. « Comment ça? J'ai croisé Bernier au marché la semaine dernière. Il m'a présenté ses condoléances. Et il a dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu être là pour Henri ce soir-là, qu'il avait dû annuler leur rendez-vous à la dernière minute. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'est impossible. Henri m'a dit qu'il dînait avec Bernier. » Marguerite me regardait avec une pitié que je ne supportais pas. « Élise, peut-être qu'Henri avait ses raisons. Peut-être qu'il ne voulait pas t'inquiéter. Mais quoi?
Tu ne t'es jamais demandé où il allait vraiment? Avec qui il était? J'ai secoué la tête violemment. Non, arrête Marguerite. Henri ne me mentait pas. Elle a soupiré. D'accord, ma chérie. Pardon, je ne voulais pas te blesser. Après son départ, je suis restée immobile sur le canapé pendant des heures. La vérité frappait à la porte, mais je refusais d'ouvrir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Henri était assis en face de moi, dans la cuisine. Il portait sa chemise blanche, celle avec le bouton manquant. Pourquoi tu ne me demandes pas, Élise? Te demander quoi? La vérité. Je la connais déjà. Tu m'aimais. Il a secoué la tête tristement. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on ne lui fait pas de mal. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant. La petite boîte en argent était posée sur ma table de nuit. Je l'ai ouverte, les 2 alliances, et ce bouton en nacre. J'ai pensé à la fillette du cimetière. Il est temps que vous sachiez la vérité. Alors, pour la première fois, j'ai décidé d'arrêter de fuir. Le lendemain matin, j'ai appelé l'associé principal du cabinet d'Henri, Maître Dufresne, un homme que je connaissais depuis 20 ans. Élise, quelle surprise. Comment allez-vous? Maître, j'ai besoin de savoir quelque chose. Henri travaillait-il vraiment sur un dossier important dans les mois qui ont précédé sa mort? Un silence, trop long. Pourquoi cette question, Élise? Répondez-moi, s'il vous plaît. Il a hésité. Henri avait pris quelques jours de congé, en avril, et en mai également. Il disait qu'il avait besoin de repos. Nous ne lui avons posé aucune question. Il le méritait. J'ai raccroché sans dire au revoir. Des jours de congé. Henri ne m'en avait jamais parlé. Où était-il allé? Avec qui? Et surtout, pourquoi m'avait-il menti? Après cet appel avec Maître Dufresne, quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. J'ai passé 3 jours à tourner en rond dans l'appartement, à me dire que je devrais laisser tomber, que les morts ont droit à leurs secrets, que remuer le passé ne ramènerait pas Henri. Mais ce bouton en nacre dans la petite boîte en argent, il me narguait. Tu sais déjà, Élise, tu as toujours su. Alors, un jeudi matin, j'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti tous les costumes d'Henri, ses vestes, ses pantalons, ses chemises soigneusement pliées. J'ai fouillé méthodiquement, les poches intérieures, les doublures, rien. Puis j'ai attaqué son bureau. Henri était un homme organisé. Ses dossiers professionnels étaient classés par année, puis par client. Ses relevés bancaires empilés dans des chemises cartonnées. Ses factures rangées par catégorie. Tout était transparent, limpide. Trop limpide, peut-être. J'ai ouvert les tiroirs. Stylo, trombone, carnet vierge, rien de suspect. Mais au fond du dernier tiroir, sous une pile de vieux magazines juridiques, j'ai trouvé un petit carnet en cuir noir. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai ouvert en tremblant. À l'intérieur, des dates, des heures, des initiales. 14 avril, 15 heures, V. Café des 2 Magots. 21 avril, 19 heures, V. Hôtel Lutetia. 3 mai, 18h30, V. Parc Monceau. 12 mai, 20 heures, V. Hôtel Lutetia. Mon sang s'est glacé. V. Qui était V? Il y avait une dizaine de rendez-vous notés, toujours avec cette même initiale, toujours dans des lieux publics, ou à l'hôtel. L'hôtel Lutetia revenait 4 fois. J'ai refermé le carnet d'un coup sec. Mes mains tremblaient tellement que je l'ai fait tomber. Quand je l'ai ramassé, une photo a glissé de la dernière page. Une photo froissée, cornée, comme si elle avait été manipulée 100 fois. Sur la photo, Henri et une femme. Ils étaient assis à une terrasse de café. Henri souriait, pas son sourire poli de tous les jours. Non, un vrai sourire, lumineux, heureux. Et cette femme, elle était jeune, 35 ans, peut-être 40, cheveux bruns coupés au carré, élégante. Elle portait une robe bleu marine et riait en regardant Henri. Leurs mains se touchèrent sur la table. J'ai retourné la photo. Au dos, une écriture fine, féminine. Henri, ce jour-là, j'ai compris que l'amour n'avait pas d'âge. V. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. J'ai dû m'asseoir par terre, le dos contre le bureau, en serrant la photo contre ma poitrine. 37 ans. 37 années à croire que nous étions une famille complète à 2. Et pendant ce temps, Henri avait une autre vie. J'ai pleuré, longtemps. Puis, quand je n'avais plus de larmes, j'ai regardé à nouveau la photo. Cette femme, je ne la connaissais pas. Jamais Henri ne l'avait mentionnée. Jamais je ne l'avais croisée. Qui était-elle? J'ai repris le carnet. J'ai relu les dates. Les rendez-vous avaient recommencé en avril. Ils s'étaient intensifiés en mai. Le dernier était daté du 19 mai, 2 jours avant l'accident. J'ai fermé les yeux. Tout se mettait en place. Les retards, les parfums inconnus, le bouton arraché, la chemise froissée. Henri avait une maîtresse. Mais pourquoi? Pourquoi, après 37 ans, m'avait-il fait ça? Est-ce que je n'avais pas été assez bien, assez belle, assez présente? J'ai secoué la tête. Non,
Ce n'était pas ma faute. Henri avait fait un choix. Et moi, j'avais fermé les yeux. Le lendemain, j'ai pris le métro jusqu'au café des Deux Magots. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être pour sentir les lieux où Henri avait vécu cette autre vie. Peut-être pour comprendre. Je me suis assise à une table en terrasse. J'ai commandé un café et j'ai observé les passants. Combien de fois Henri s'était-il assis ici, à cette même place? Combien de fois avait-il souri à cette femme en sirotant son expresso? « Excusez-moi, madame. » Je me suis retournée. Le serveur me regardait avec curiosité. « Oui, vous êtes la femme de Monsieur Morel, n'est-ce pas ?» Mon cœur a bondi. « Comment le savez-vous » Il a souri timidement. « Je l'ai reconnu sur la photo que vous tenez. Monsieur Morel venait souvent ici. C'était un client régulier. Avec une femme ?» Le serveur a hésité. Puis il a hoché la tête. « Oui, une dame élégante, cheveux bruns. Ils se retrouvaient ici presque toutes les semaines. Ils avaient l'air très proches. » J'ai avalé ma salive. « Vous savez qui elle est ?»« Non, madame. Mais je me souviens qu'un jour, Monsieur Morel lui a offert un livre, un recueil de poèmes, je crois. Elle avait pleuré en le recevant. Un livre. Henri ne m'avait jamais offert de livre. Il disait que je n'aimais pas la poésie. Et c'était vrai, je préférais les romans. Mais cette femme, cette V, elle aimait la poésie. Et Henri le savait. J'ai remercié le serveur et je suis partie sans finir mon café. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, sans timbre, sans expéditeur. Juste mon nom écrit à la main. Madame Morel. J'ai ouvert l'enveloppe en tremblant. À l'intérieur, une seule phrase manuscrite. « Si vous voulez savoir qui était vraiment votre mari, rendez-vous samedi à 15h au parc Monceau, près de la colonnade. Je vous attendrai. V. » La petite boîte en argent était posée sur la table de l'entrée. Je l'ai ouverte. Le bouton en nacre brillait faiblement sous la lumière. Et j'ai compris. Cette femme, cette V, elle voulait me parler. Elle voulait me dire la vérité. Celle que j'avais refusé de voir pendant 15 ans. Le samedi est arrivé trop vite. J'ai passé la nuit éveillée à me demander si j'allais vraiment y aller. Si j'avais vraiment envie de savoir. Parce qu'une fois qu'on connaît la vérité, on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus se réfugier dans les souvenirs idéalisés, dans les mensonges qu'on se raconte pour survivre. Mais à 14h30, j'ai enfilé mon manteau. J'ai glissé la petite boîte en argent dans mon sac et je suis sortie. Le parc Monceau était calme ce jour-là. Quelques promeneurs, des enfants qui jouaient près du bassin, un ciel gris et bas qui menaçait la pluie. J'ai marché lentement vers la colonnade et je l'ai vue. Elle était assise sur un banc, de profil, cheveux bruns coupés au carré, manteau beige élégant, exactement comme sur la photo. Mais elle avait vieilli. 15 ans avaient eu passé pour elle aussi. Elle avait maintenant la cinquantaine, des rides fines autour des yeux, une tristesse gravée dans les traits. Quand elle m'a aperçue, elle s'est levée lentement. Madame Morel, sa voix était douce, presque respectueuse. Je me suis approchée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Vous êtes V », elle a hoché la tête. « Victoire Lemaire. » Nous sommes restés face à face un long moment, sans bouger. Deux femmes qui avaient aimé le même homme. « Pourquoi m'avoir écrit ?» ai-je fini par demander. Elle a baissé les yeux. « Parce que je vous dois la vérité. Depuis 15 ans, je vis avec cette culpabilité. Et quand j'ai appris que vous étiez allé au cimetière, que vous posiez des questions, j'ai su qu'il était temps. Comment savez-vous que je suis allé au cimetière ? Un sourire triste. J'y vais aussi, tous les mois, pour déposer des fleurs. Mais ce jour-là, le gardien m'a parlé de vous. Il m'a dit qu'une dame cherchait une petite fille qui n'existait pas. Mon sang s'est glacé. La fillette, c'était vous ? Elle a secoué la tête. Non. Je ne sais pas qui était cet enfant, mais le gardien m'a décrit votre visage, votre confusion, et j'ai compris que vous cherchiez enfin la vérité. Elle s'est rassise sur le banc. Je me suis assise à côté d'elle, à distance respectable. Alors dites-moi, qui étiez-vous pour Henri ? Victoire a pris une longue inspiration. J'étais sa maîtresse, mais pas seulement. J'étais celle qu'il aurait voulu épouser si la vie en avait décidé autrement. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans. Pas 6 mois. Pas quelques rendez-vous clandestins. 3 années entières d'une vie parallèle. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Au tribunal. J'étais avocate fiscaliste aussi. Nous avons plaidé sur un dossier commun. Au début, c'était professionnel. Puis, nous avons commencé à déjeuner ensemble, à parler, de tout, de rien. Henri était intelligent, drôle, attentif. Il était marié, ai-je dit d'une voix blanche. Je sais, et au début, ça me suffisait. Je n'attendais rien de lui. Mais avec le temps, nous sommes tombés amoureux. Vraiment amoureux. Elle a sorti un mouchoir de son sac et s'est essuyé les yeux. Henri parlait de vous, Madame Morel. Tout le temps.
Il disait que vous étiez une femme extraordinaire, que vous aviez construit une vie ensemble, qu'il ne pouvait pas vous faire ça. Et pourtant il l'a fait, oui, parce qu'il était déchiré, il vous aimait, mais il m'aimait aussi, différemment. J'ai serré les poings. Et le bouton? Elle a relevé la tête, surprise. Le bouton en nacre? J'ai sorti la petite boîte de mon sac, je l'ai ouverte. Le bouton brillait sous la lumière grise. Victoire a pâli. C'est le bouton de sa chemise, celle qu'il portait le soir de l'accident. Elle a fermé les yeux. Non, celle qu'il portait 3 jours avant. Nous nous étions disputés. Henri voulait vous quitter. Il voulait vivre avec moi. Mais j'ai refusé. Vous avez refusé? Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Oui, parce que je savais que ça le détruirait. Henri était un homme d'honneur. Quitter sa femme après 37 ans de mariage, ça l'aurait rongé toute sa vie. Alors je lui ai dit non. Je lui ai dit que nous devions arrêter. Et il a insisté. Oui, il s'est énervé. Il a dit que je ne comprenais pas, que nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai attrapé sa chemise pour le retenir. Et le bouton s'est arraché. Elle a regardé le bouton dans ma main. Henri l'a ramassé. Il l'a mis dans sa poche. Et il est parti. Et le soir de l'accident, Victoire a pris une grande inspiration. Henri devait me retrouver, à l'hôtel Lutetia. Il m'avait appelé dans l'après-midi. Il avait dit qu'il avait pris sa décision, qu'il allait vous parler, qu'il allait tout vous dire. Mon cœur s'est arrêté. Il voulait me quitter? Oui, mais il n'est jamais arrivé à l'hôtel. J'ai attendu 2 heures, puis j'ai entendu les sirènes, et le lendemain, j'ai appris pour l'accident. Elle a sorti une enveloppe froissée de son sac. La police m'a contacté, parce que mon numéro était le dernier appelé sur son téléphone. Ils m'ont donné ça. Ils pensaient que c'était pour vous. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main d'Henri. J'ai lu en tremblant. Élise, quand tu liras ces mots, je t'aurai déjà tout dit. Ou peut-être que je n'aurais pas eu le courage. Dans ce cas, sache que je suis le plus grand lâche de cette terre. Je t'ai menti. Pendant 3 ans, j'ai vécu une double vie. J'ai aimé une autre femme. Et le pire, c'est que je ne regrette pas de l'avoir aimée. Mais je regrette de t'avoir fait du mal. Tu ne méritais pas ça. Tu as été une épouse parfaite, une compagne fidèle. Et moi, je t'ai trahi. Pardon, Élise. Pardon pour tout. Henri. La lettre m'a glissé des mains. Les mots tournèrent dans ma tête. Je ne regrette pas de l'avoir aimé. Henri ne regrettait pas. Il regrettait seulement de m'avoir fait du mal. Mais il l'aimait, vraiment. J'ai regardé Victoire. Elle pleurait en silence. Vous l'aimiez aussi, n'est-ce pas? Oui, de tout mon cœur. Et maintenant? Elle a essuyé ses larmes. Maintenant je vis avec ce poids, avec cette culpabilité. Parce que si je n'avais pas refusé de continuer, peut-être qu'Henri serait encore en vie. J'ai secoué la tête. Ou peut-être qu'il aurait détruit 3 vies au lieu de 2. Nous sommes restés assises là, en silence, pendant de longues minutes. 2 femmes brisées par le même homme. 2 femmes qui ne se détestaient même pas. Juste 2 femmes qui avaient perdu. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Avant de partir, Victoire m'a pris la main. Madame Morel, Henri vous aimait, d'une certaine façon. Ne doutez jamais de ça. J'ai retiré ma main doucement. Aimer quelqu'un ne suffit pas quand on lui ment tous les jours. Elle a baissé les yeux. Vous avez raison. Je suis rentrée chez moi avec la lettre d'Henri dans mon sac. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pas parce que je l'avais perdu, mais parce que je ne l'avais jamais vraiment eu. Après ma rencontre avec Victoire, je suis rentrée chez moi avec la lettre d'Henri dans mon sac. Cette lettre que je n'étais jamais censée lire. Cette lettre qu'il avait écrite avant de venir me dire, en face, qu'il me quittait. J'ai passé la nuit à la relire. Encore et encore. Je ne regrette pas de l'avoir aimé. Ces mots me brûlèrent la peau. Au matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge, à faire semblant que notre mariage avait été parfait, que Henri avait été un homme exemplaire. Il était temps de confronter la vérité, toute la vérité. Le dimanche suivant, j'ai invité nos plus proches amis à déjeuner. Marguerite, ma voisine, Claude et Sylvie Renard, le couple avec qui nous dînions tous les mois, et Maître Dufresne, l'associé d'Henri. Ils sont arrivés avec des fleurs et des sourires compatissants. Élise, c'est merveilleux de te revoir. Tu as meilleure mine. Oui, ça fait plaisir de te voir sortir un peu. Nous nous sommes installés autour de la table. J'avais préparé un pot-au-feu, le plat préféré d'Henri. Une dernière fois, pendant le repas, tout le monde parlait de lui. Comme toujours, Henri était un homme si généreux, un avocat brillant, un mari dévoué. Vous formiez un couple si uni, c'était rare de nos jours. J'écoutais en silence, je souriais poliment. Puis, au moment du dessert, j'ai posé ma serviette sur la table. Il faut que je vous dise quelque chose. Tout le monde s'est tu. Henri avait une maîtresse. Le silence s'est abattu comme une chape de plomb.
Marguerite a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Claude a toussé dans son verre. Sylvie m'a regardé avec des yeux horrifiés. « Élise, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Henri est mort. Il ne peut pas se défendre. Je sais qu'il ne peut pas se défendre. Mais je ne peux plus me taire. J'ai sorti la lettre de ma poche et je l'ai posée sur la table. Lisez. » Maître Dufresne a pris la lettre. Il l'a lue lentement. Son visage s'est décomposé. « Mon Dieu, Élise, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Personne ne savait. Parce que tout le monde voulait croire au conte de fées, au couple parfait, à l'homme exemplaire. » Marguerite s'est levée et a essayé de me prendre la main. « Élise, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu salis sa mémoire ?» J'ai retiré ma main brusquement. « Je ne salis rien du tout. Je dis la vérité. Pendant 3 ans, Henri m'a menti. Il a vécu une double vie. Et il voulait me quitter. » Sylvie a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Non, Henri t'aimait. Je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Il m'aimait peut-être. Mais il en aimait une autre aussi. Et visiblement, elle comptait plus. » Claude s'est levé, mal à l'aise. « Élise, je pense que le chagrin te fait dire des choses. »« Le chagrin ne me fait rien dire du tout, » ai-je crié. « C'est la lucidité. Pendant 15 ans, j'ai pleuré un homme qui n'existait pas. J'ai construit un sanctuaire à sa mémoire. Et maintenant, je découvre que tout était faux. » Maître Dufresne a posé une main apaisante sur mon épaule. « Élise, je comprends ta douleur. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai regardé autour de moi. Ces gens qui avaient été nos amis, qui avaient partagé nos dimanches, nos anniversaires, nos fêtes. Et maintenant, ils me regardaient comme si j'étais folle, comme si j'avais trahi Henri en révélant la vérité. « Je vais vivre », ai-je dit calmement. « Pour la première fois depuis 15 ans, je vais arrêter de vivre dans le passé. » Marguerite a essuyé ses larmes. « Tu vas vendre l'appartement ? » ?»« Non, mais je vais le transformer. Je ne peux plus vivre entourée de ces affaires, de ces mensonges. » Après leur départ, précipité, gêné, je suis restée seule dans la cuisine. La lettre d'Henri était encore sur la table. Je l'ai prise. Je l'ai relue une dernière fois. Puis je l'ai déchirée, en 1000 morceaux, et je les ai jetés à la poubelle. Les jours suivants, j'ai commencé à trier. Les costumes d'Henri, ses chemises, ses cravates, ses chaussures cirées, tout. J'ai rempli des cartons. J'ai appelé une association caritative. « Bonjour, je voudrais faire un don de vêtements pour hommes, une garde-robe complète. » La femme au téléphone a été ravie. « C'est très généreux de votre part, madame. » Généreuse? Non, juste libérée. J'ai vidé son bureau, ses livres de droit, ses dossiers, le petit carnet en cuir noir avec les initiales V. Je l'ai brûlé dans l'évier. J'ai regardé les flammes consumer les dates, les rendez-vous secrets, les mensonges couchés sur papier, et j'ai ressenti rien, ni colère, ni tristesse, juste un grand vide. Un soir, j'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti la chemise blanche, celle avec le bouton manquant. Je l'ai tenue contre moi. J'ai respiré l'odeur qui s'était dissipée depuis longtemps, et j'ai compris quelque chose. Ce bouton, ce petit morceau de nacre que la fillette m'avait donné au cimetière, ce n'était pas un message d'Henri, c'était un message de la vie. Regarde ce qui s'est brisé, accepte-le, et avance. J'ai pris la chemise, je suis sortie sur le balcon. Il faisait nuit. Paris brillait de 1000 lumières, et j'ai déchiré la chemise, en 2, puis en 4. Les morceaux blancs ont volé dans le vent nocturne comme des colombes blessées. Je les ai regardés disparaître dans l'obscurité, et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, c'était de soulagement. Le lendemain matin, j'ai pris la petite boîte en argent. J'ai regardé les 2 alliances, la mienne, la sienne, et le bouton en nacre. J'ai retiré mon alliance de mon doigt, celle que je portais depuis 49 ans. Ma peau était marquée en dessous, un cercle pâle qui témoignait d'une vie entière. J'ai mis l'alliance dans la boîte, à côté de celle d'Henri, et j'ai refermé le couvercle. Pour toujours. Marguerite est revenue me voir quelques jours plus tard. Elle a regardé l'appartement transformé, les murs nus, les étagères vides, l'absence. « Élise, tu as tout jeté ?» « Presque tout. J'ai gardé 2 photos, celle d'avant, quand je croyais encore. » Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. « Tu lui en veux ?» J'ai réfléchi longuement. « Non, je ne lui en veux pas. Je lui en ai voulu. J'ai été en colère. J'ai pleuré. Mais maintenant je comprends juste qu'Henri était un homme, avec ses faiblesses, ses mensonges, ses désirs. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vivre, vraiment vivre, pour moi. Pas pour son souvenir, pas pour l'image qu'on attendait de moi. » Marguerite a hoché la tête. « Tu es courageuse, Élise. » « Non, je suis juste fatiguée de faire semblant. Cette nuit-là, j'ai fait un dernier rêve avec Henri. Il était assis dans son fauteuil. Il me regardait avec tristesse. « Tu m'as effacée, Élise. » « Non, j'ai effacé le mensonge. Tu ne m'aimes plus? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai jamais aimé l'homme que tu étais vraiment. Juste l'homme que je croyais que tu étais. » Il a souri tristement. « Alors, on est quitte. » « Comment ça? Moi non plus.
Je ne t'ai jamais vraiment connue. J'ai aimé l'épouse parfaite, la femme discrète, celle qui ne posait pas de questions. Mais toi, Élise, la vraie Élise, je ne l'ai jamais rencontrée. Je me suis réveillée en larmes, et j'ai compris qu'il avait raison. Pendant 37 ans, nous avions joué un rôle. Lui, le mari exemplaire. Moi, l'épouse dévouée. Mais qui étions-nous vraiment? Je ne le saurais jamais. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Les semaines ont passé. L'appartement était devenu un espace nouveau, plus léger, plus vide aussi. Mais cette vacuité ne me pesait pas. Au contraire, c'était comme si j'avais enfin de la place pour respirer. Un matin de décembre, 3 mois après ma rencontre avec Victoire, j'ai reçu un appel. « Madame Morel, c'est Maître Dufresne. »« Bonjour, maître. J'ai quelque chose à vous remettre, quelque chose que j'aurais dû vous donner il y a 15 ans. Mais à l'époque, je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Mon cœur s'est serré. De quoi s'agit-il? D'une enveloppe que Henri m'avait confiée 1 mois avant sa mort. Il m'avait dit de ne vous la donner que si un jour vous posiez des questions sur sa vie privée. J'ai fermé les yeux. Je vois. Pouvez-vous passer au cabinet cet après-midi? À 15 heures, j'étais dans le bureau de Maître Dufresne. Les murs lambrissaient. L'odeur du cuir et du papier ancien. Tout me rappelait Henri. Maître Dufresne m'a tendu une grande enveloppe Kraft. « Élise, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Henri ne m'a rien dit, mais il avait l'air tourmenté quand il me l'a confiée. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. « Merci, maître. » Il a hésité. « Élise, si vous avez besoin de parler après l'avoir ouverte, je suis là. » J'ai hoché la tête et je suis partie. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Et je l'ai regardée pendant des heures. Cette enveloppe contenait quelque chose qu'Henri avait voulu que je sache, mais seulement si je cherchais la vérité. C'était sa dernière confession. Finalement, à la nuit tombée, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Un testament manuscrit, daté d'1 mois avant l'accident. Des relevés bancaires, montrant des virements réguliers vers un compte que je ne connaissais pas. Et une longue lettre. 10 pages écrites de la main d'Henri. J'ai commencé à lire. « Élise, si tu lis ces mots, c'est que tu as découvert la vérité, ou du moins une partie. Je ne vais pas te mentir une fois de plus en prétendant que je regrette tout. Ce serait trop facile. Et tu mérites mieux que la facilité. Oui, j'ai aimé Victoire, profondément, d'une façon que je ne pensais plus possible à mon âge. Mais ce que je vais te dire maintenant, personne ne le sait, pas même Victoire. Quand j'ai rencontré Victoire, ce n'était pas par hasard. C'était lors d'un procès, c'est vrai. Mais ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que ce jour-là, je venais de recevoir les résultats d'analyse médicale. Le médecin m'avait annoncé que j'avais un problème cardiaque grave, une malformation congénitale non diagnostiquée. Ça pouvait durer encore 10 ans, ou se terminer du jour au lendemain. J'aurais dû t'en parler, mais je ne voulais pas t'inquiéter. Je me suis dit que j'allais attendre, que j'allais d'abord voir un spécialiste, que j'allais trouver le bon moment. Et puis j'ai rencontré Victoire, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose, une urgence. Une envie de vivre différemment, de vivre pleinement. Avec toi, Élise, j'avais construit une vie confortable, sécurisante, prévisible. Une vie où chaque jour ressemblait au précédent. Et pendant longtemps, ça me convenait parfaitement. Mais face à la mort, face à l'idée que je pouvais partir demain, j'ai eu peur. Peur de n'avoir jamais vraiment vécu. Peur d'être passé à côté de quelque chose. Alors j'ai choisi de mentir, de mener 2 vies, parce que je ne voulais renoncer à aucune des 2. Avec toi, j'avais la stabilité, le confort, l'histoire partagée. Avec Victoire, j'avais la passion, la nouveauté, l'illusion d'être encore jeune. Mais le pire dans tout ça, Élise, ce n'est pas que je t'ai trompée. Le pire, c'est que je t'ai volé quelque chose d'irremplaçable, la vérité. Tu as vécu 3 ans sans savoir que ton mari était malade, sans savoir qu'il vivait peut-être ses derniers mois, sans pouvoir te préparer, sans pouvoir dire au revoir. Et ça, Élise, c'est impardonnable. Je sais que tu te demandes pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi je ne t'ai rien dit. La vérité, c'est que j'avais honte. Honte d'être faible, honte d'avoir peur. Honte de vouloir autre chose que la vie que nous avions construite ensemble. Dans l'enveloppe, tu trouveras aussi des relevés bancaires. Depuis 3 ans, je mettais de l'argent de côté pour toi. 50 000 €. C'est l'argent que j'ai économisé en renonçant à certaines choses. Des voyages, des restaurants, des plaisirs. Je voulais que tu aies cette somme pour que tu puisses refaire ta vie. Pour que tu puisses partir, si tu en avais envie. Pour que tu ne sois pas prisonnière de notre passé. Victoire ne sait rien de cet argent. Personne ne le sait. C'est ma façon, pathétique, je sais, de te demander pardon. Je ne te demande pas de me comprendre, encore moins de me pardonner. Mais je te demande une chose. Vis, Élise, vis pour toi, pas pour mon souvenir,
pas pour l'image de nous deux. Vis comme tu aurais dû vivre si je t'avais dit la vérité dès le début. Sois heureuse, même si c'est sans moi, Henri. J'ai reposé la lettre sur la table. Mes mains tremblaient. Henri était malade. Il le savait depuis 3 ans. Et il ne m'avait rien dit. Toutes ces soirées où je l'avais attendu. Toutes ces nuits où j'avais senti son absence. Tous ces moments où j'aurais pu être là, à ses côtés. Vraiment. Il m'avait privé de ça. Pas par méchanceté. Non, par lâcheté. Par peur de la mort. Par désir de vivre encore un peu. Même au prix du mensonge. Et maintenant, 15 ans plus tard, je découvrais que j'aurais pu l'accompagner. Que j'aurais pu lui tenir la main. Que nous aurions pu parler. Vraiment parler. Mais il avait choisi de fuir. Dans les bras d'une autre femme. Dans l'illusion que ça changerait quelque chose. J'ai relu la lettre. Encore et encore. Et quelque chose s'est ouvert en moi. Pas de la colère. Non. De la compassion. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu Henri comme il était vraiment. Un homme terrorisé. Pas un monstre. Juste un homme qui avait peur de mourir et qui avait fait des choix terribles pour ne pas affronter cette peur. Est-ce que ça excusait ses mensonges? Non. Est-ce que ça effaçait ma douleur? Non. Mais est-ce que ça m'aidait à comprendre? Oui. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Victoire. J'avais gardé son numéro. Madame Morel, a-t-elle dit, surprise. Victoire, j'ai besoin de vous voir. Une dernière fois. D'accord. Où? Au parc Monceau. Demain, 15 heures. Au même endroit. Quand je suis arrivée, Victoire m'attendait déjà. Elle semblait nerveuse, fragile. Je me suis assise à côté d'elle. Merci d'être venue. Que voulez-vous, Madame Morel? J'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon sac. J'ai pris les relevés bancaires et je les ai posés sur ses genoux. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? 50 000 € qu'Henri avait mis de côté. Pour moi. Victoire a pâli. Je ne comprends pas. Henri était malade. Il le savait depuis 3 ans. Il avait peur de mourir. Et au lieu de m'en parler, il a fui dans vos bras. Les larmes ont coulé sur le visage de Victoire. Je ne savais pas. Il ne m'a jamais rien dit. Je sais. Henri ne disait jamais rien. C'était son problème. J'ai pris une grande inspiration. Victoire, je ne vous en veux pas. Elle m'a regardé, incrédule. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que j'ai compris quelque chose. Henri ne vous a pas choisi contre moi. Il vous a choisi contre lui-même, contre sa peur, contre sa mort imminente. Vous étiez son échappatoire, pas son amour véritable. Victoire a secoué la tête. Vous vous trompez. Henri m'aimait, peut-être, mais il m'aimait aussi, à sa façon. Et surtout, il s'aimait lui-même plus que nous deux réunis. Elle est restée silencieuse. Victoire, je vais vous donner cet argent. Quoi? Non, c'est à vous. Non, c'est à la femme qu'Henri a abandonnée aussi. Et c'est vous. Je ne peux pas accepter. Si, vous le pouvez, parce que vous avez perdu autant que moi, peut-être plus. Moi, j'ai eu 37 ans avec lui. Vous n'avez eu que 3 ans. Et ils étaient tous construits sur un mensonge. Victoire a fermé les yeux. Pourquoi vous faites ça? Parce que je ne veux plus porter cette colère, cette amertume, ce poids. Je veux être libre. Et pour être libre, je dois pardonner. Pas à Henri, à moi-même. J'ai posé ma main sur la sienne. Victoire, nous avons toutes les deux aimé le même homme. Et toutes les deux, nous avons été trahis. Mais nous pouvons choisir de ne pas nous détruire l'une l'autre. Nous pouvons choisir de tourner la page. Ensemble. Elle a pleuré longtemps. Et moi aussi. 2 femmes assises sur un banc, unies par la même douleur. Avant de partir, Victoire m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Madame Morel, vous êtes une femme remarquable. Non, je suis juste une femme fatiguée de souffrir. Qu'allez-vous faire maintenant? J'ai souri. Je vais partir, loin de Paris, loin de cet appartement, loin de tout ce qui me rappelle Henri. Je vais voyager, découvrir le monde, vivre pour moi. Enfin. Et l'argent? Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Faites-en quelque chose de bon, de lumineux. Ne le gardez pas comme un poids mort. Victoire a hoché la tête. Je le ferai, promis. Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre, brièvement, mais sincèrement. Et puis nous sommes partis, chacune de notre côté, 2 femmes libérées du même fantôme. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la petite boîte en argent une dernière fois. Les 2 alliances, le bouton en nacre. J'ai pris le bouton. Je l'ai regardé longuement, ce petit morceau de nacre qui m'avait mené jusqu'ici, jusqu'à la vérité. Et j'ai compris. La fillette du cimetière, qu'elle ait été réelle ou non, peu importait, elle m'avait offert un cadeau, le cadeau de la lucidité. J'ai refermé la boîte et je l'ai rangée dans un tiroir, pas pour l'oublier, mais pour ne plus la laisser diriger ma vie. Le lendemain, j'ai mis l'appartement en vente. J'ai pris un billet d'avion pour l'Italie, Florence, une ville que j'avais toujours voulu visiter, mais qu'Henri trouvait trop touristique. J'ai acheté une valise neuve. J'y ai mis des robes légères, des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, et un carnet vierge pour écrire ma propre histoire. Enfin,
Le jour de mon départ, Marguerite est venue me dire au revoir. Elle pleurait. « Tu vas me manquer, Élise. Toi aussi, ma chérie. Mais ce n'est pas un adieu. C'est juste un au revoir. Tu reviendras? Peut-être, ou peut-être pas. On verra. » Elle m'a regardée avec admiration. « Tu as tellement changé. » Non, je suis juste redevenue moi-même. Celle que j'étais avant de devenir Madame Morel. Dans le taxi qui m'emmenait à l'aéroport, j'ai regardé Paris défiler par la fenêtre. Cette ville où j'avais vécu toute ma vie, où j'avais été épouse, veuve, puis femme brisée, et maintenant, femme libre. J'ai pensé à Henri, à Victoire, à toutes ces années perdues dans le mensonge, et j'ai su une chose, le temps ferait justice, pas par vengeance, pas par cruauté, mais simplement parce que la vie finit toujours par révéler la vérité. Henri avait fui la mort en mentant, et la mort l'avait rattrapé sur un périphérique, seul dans sa voiture, avec une note d'excuse dans la poche. Victoire avait construit son bonheur sur un mensonge, et elle vivrait désormais avec cette culpabilité pour toujours. Et moi, j'avais choisi de partir, de ne pas rester prisonnière du passé, de ne pas devenir amère. C'était ma façon de gagner, pas contre eux, contre la douleur. À l'aéroport, j'ai acheté un café. Je me suis assise près d'une grande baie vitrée, et j'ai regardé les avions décoller. Dans mon sac, il y avait la petite boîte en argent. Je l'avais finalement emportée, pas pour m'accrocher au passé, mais pour me rappeler d'où je venais. J'ai ouvert la boîte une dernière fois. Les deux alliances brillaient doucement. J'ai pris celle d'Henri et celle que je portais pendant 49 ans, et je les ai laissées dans la boîte. Mais le bouton en nacre, je l'ai sorti. Je l'ai glissé dans ma poche, parce que ce bouton, ce n'était pas Henri, c'était ma renaissance, le symbole de tout ce qui s'était brisé, et de tout ce que j'avais reconstruit. Mon vol a été appelé. Je me suis levée, j'ai pris ma valise, et j'ai marché vers la porte d'embarquement, sans me retourner, parce que désormais, je regardais devant, vers l'inconnu, vers la liberté, vers ma propre vie, et quelque part, j'ai su qu'Henri, où qu'il soit, comprenait enfin que l'amour véritable, ce n'est pas posséder quelqu'un, c'est le laisser partir, même quand on est déjà parti soi-même. 5 ans ont passé, 5 années où j'ai vécu plus intensément que pendant mes 49 années de mariage. Je me suis installée à Florence pendant 1 an. J'ai appris l'italien. J'ai visité chaque église, chaque musée, chaque place. J'ai marché sur les ponts au coucher du soleil. J'ai bu du vin rouge en lisant de la poésie sur des terrasses fleuries. J'ai vécu. Puis j'ai voyagé. Lisbonne, Séville, Vienne, Prague. Toutes ces villes que Henri trouvait trop loin ou sans intérêt professionnel. J'ai rencontré des gens. J'ai ri avec des inconnus. J'ai dansé dans des fêtes de village. J'ai même eu une brève histoire d'amour avec un professeur de philosophie autrichien. Rien de sérieux, mais quelque chose de doux et de léger. Je ne portais plus d'alliance. Je ne me présentais plus comme la veuve de Monsieur Morel. J'étais simplement Élise. Et c'était suffisant. Un matin de septembre, j'étais de retour à Paris pour quelques semaines. Je voulais voir Marguerite, régler quelques affaires administratives et visiter une exposition au musée d'Orsay. Je marchais dans le Marais, mon ancien quartier, quand j'ai croisé Sylvie Renard. Elle m'a reconnue immédiatement. Son visage s'est figé. « Élise, mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Je lui ai souri. « Bonjour Sylvie. » Elle me dévisageait comme si j'étais un fantôme. « Tu as tellement changé. Tu rayonnes. Merci. La vie à l'étranger me réussit. » Un silence gêné. « Élise, je voulais te dire, pour ce déjeuner, il y a 5 ans, j'ai été dure avec toi. J'aurais dû te soutenir. Je suis désolée. » J'ai posé ma main sur son bras. « C'est oublié, Sylvie. Vraiment. » Elle a baissé les yeux. « Les choses ont changé pour nous aussi, tu sais. Claude et moi, nous avons divorcé, il y a 2 ans. Oh, je suis désolée. » Elle a haussé les épaules avec amertume. « Ne le sois pas, il m'a trompée pendant 10 ans, avec sa secrétaire. Je ne voyais rien, ou plutôt, je ne voulais rien voir, exactement comme toi avec Henri. » Sa voix s'est brisée. « Tu avais raison, Élise. On s'accroche tellement à l'image du couple parfait qu'on refuse de voir la vérité. Et quand elle nous explose au visage, il est trop tard. » Elle a essuyé une larme. « Ce jour-là, quand tu nous as dit la vérité sur Henri, je t'ai traité de folle. Je t'ai dit que le chagrin te faisait délirer. Mais en réalité, j'avais peur. Peur que ta vérité révèle la mienne. Je l'ai regardée avec compassion. Et maintenant, je vis seule dans un studio. Claude a refait sa vie avec une femme de 30 ans. Et moi, j'essaie de reconstruire. Comme toi. Tu y arriveras, Sylvie. Ça prend du temps, mais tu y arriveras. » Elle m'a serrée dans ses bras. « Merci, Élise. Tu es forte, plus forte que nous tous. » Quelques jours plus tard, j'ai déjeuné avec Marguerite. Elle aussi avait vieilli. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, mais son sourire était toujours aussi chaleureux. « Alors, raconte-moi tout. »« Prague,
Vienne, tu as rencontré quelqu'un? Je lui ai parlé de mes voyages, de mes rencontres, de ma nouvelle vie. Tu as l'air heureuse, Élise, vraiment heureuse. Je le suis, elle a hésité. Tu sais, j'ai des nouvelles, de Victoire Lemaire. Mon cœur s'est serré. Je n'avais plus pensé à elle depuis des années. Ah, Marguerite a baissé la voix. Elle est malade. Très malade. Un cancer du poumon. Elle est à l'hôpital Saint-Louis, en phase terminale. J'ai posé ma fourchette. Comment tu sais ça? Par Maître Dufresne. Victoire a demandé à le voir. Elle voulait régler ses affaires. Et elle a demandé de tes nouvelles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais Maître Dufresne m'a dit qu'elle semblait tourmentée, qu'elle parlait beaucoup d'Henri et de toi. J'ai mis 3 jours à me décider. Puis, un jeudi après-midi, je me suis rendue à l'hôpital Saint-Louis. Les couloirs sentaient le désinfectant et la mort. Les néons blancs éclairaient des visages fatigués, des corps épuisés. J'ai trouvé sa chambre. Numéro 3, 112. J'ai frappé doucement. Entrez. J'ai poussé la porte. Victoire était allongée dans le lit, branchée à plusieurs machines. Son visage était émacié. Ses cheveux courts avaient disparu. Sans doute la chimiothérapie. Elle portait un foulard bleu pâle autour du crâne. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Madame Morel, Élise. Appelez-moi Élise. Je me suis assise sur la chaise près du lit. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Merci d'être venue, a-t-elle fini par murmurer. Marguerite m'a dit que vous étiez malade. Oui, le cancer, stade 4. Les médecins me donnent quelques semaines. 1 mois, tout au plus. Je suis désolée. Elle a souri faiblement. Ne le soyez pas. Je le mérite peut-être. Personne ne mérite ça, Victoire. Elle a fermé les yeux. Vous savez ce qui est étrange? Pendant toutes ces années, depuis la mort d'Henri, j'ai essayé de vivre normalement. J'ai travaillé. J'ai voyagé. J'ai même essayé de refaire ma vie. Mais je n'ai jamais réussi à être heureuse. Pourquoi? Parce que je portais cette culpabilité, cette honte. J'avais détruit un mariage. J'avais aimé un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et même si je me répétais que l'amour n'a pas de règles, au fond, je savais que j'avais mal agi. Une larme a coulé sur sa joue. Vous vous souvenez de l'argent que vous m'aviez donné? Les 50 000 €? Oui, je l'ai donné à une association pour les femmes victimes de violences conjugales. J'ai pensé que c'était ce qu'Henri aurait voulu. Mais même ça, même ce geste, ça n'a pas effacé ma culpabilité. Elle a toussé. Une toux sèche et douloureuse. Puis, il y a 1 an, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme merveilleux. Veuf, lui aussi. Nous avons commencé à nous fréquenter. Il voulait m'épouser. Et je lui ai tout raconté. Henri, vous, tout. Je ne voulais plus vivre dans le mensonge. Elle a secoué la tête. Il est parti. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être avec une femme capable de détruire un mariage, que je n'étais pas celle qu'il croyait. Son regard était vide, éteint. J'ai compris ce jour-là que je ne méritais pas d'être heureuse, que j'avais fait trop de mal. Et 2 mois plus tard, le diagnostic est tombé. Cancer. Elle m'a regardée avec intensité. Vous croyez au karma, Élise? Je crois que la vie nous rattrape toujours. Alors c'est ça, mon karma. Mourir seule, rongée par la culpabilité et la maladie. Je lui ai pris la main. Victoire, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous avez fait des erreurs, comme nous tous. Mais vous ne méritez pas de mourir dans la honte. Comment pouvez-vous dire ça, après tout ce que j'ai fait? Parce que j'ai appris quelque chose pendant ces 5 années. La colère ne mène nulle part, la haine non plus. La seule chose qui libère vraiment, c'est le pardon. Elle a pleuré. Comment pouvez-vous me pardonner? Parce que vous n'êtes pas responsable de mes souffrances. Henri l'est. Il a fait des choix qui nous ont blessés toutes les deux. Mais vous n'étiez qu'une femme amoureuse, perdue, comme moi. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Victoire m'a raconté sa vie, son enfance difficile, son divorce à 40 ans, sa solitude avant de rencontrer Henri. Il m'a fait sentir vivante, a-t-elle dit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais désirée, importante. J'ai été égoïste, je n'ai pensé qu'à moi. Henri aussi était égoïste. Il a pensé à lui avant tout, avant vous, avant moi. Elle a hoché la tête. Ah, vous savez ce qui est terrible? J'ai passé 5 ans à l'aimer et 15 ans à le regretter. 20 ans de ma vie consumés par un homme qui n'était même pas libre. C'est le prix du mensonge, Victoire. Il finit toujours par nous dévorer. Avant de partir, je lui ai laissé quelque chose. J'ai sorti de mon sac le bouton en nacre, celui que la fillette m'avait donné au cimetière, celui que j'avais gardé toutes ces années. Qu'est-ce que c'est? A demandé Victoire. Le bouton de la chemise d'Henri, celui que vous avez arraché lors de votre dispute. Elle a pâli. Comment l'avez-vous? Une petite fille me l'a donné, au cimetière, 15 ans après la mort d'Henri. Victoire a regardé le bouton comme s'il était un fantôme. Je ne comprends pas, moi non plus. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Peut-être que c'était juste un signe, pour me dire qu'il était temps de chercher la vérité. J'ai posé le bouton sur sa table de nuit. Gardez-le.
Il vous appartient autant qu'à moi. Pourquoi vous me donnez ça? Parce que nous avons toutes les deux porté ce poids, toutes les deux aimé le même homme, toutes les deux perdues. Et maintenant, il est temps de laisser partir. Victoire a fermé ses doigts autour du bouton. Merci, Élise, pour tout. Reposez-vous et soyez en paix. Je suis sortie de l'hôpital avec un sentiment étrange. Pas de satisfaction, pas de joie malsaine à voir Victoire souffrir. Juste une constatation. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Victoire avait construit son bonheur sur un mensonge, sur la douleur d'une autre femme, et elle avait payé le prix. Pas parce que je l'avais punie, mais parce que la culpabilité l'avait rongée de l'intérieur, jusqu'à la détruire. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice naturelle de la vie. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai croisé une femme qui pleurait. Elle avait mon âge, peut-être un peu plus jeune. Elle était assise sur un banc, le visage dans les mains. Je me suis arrêtée. « Ça va ?» Elle a levé les yeux. Son regard était vide, exactement le même regard que j'avais eu pendant des années. Mon mari, il vient de m'annoncer qu'il me quitte, pour une autre femme, après 32 ans de mariage. Mon cœur s'est serré. Je suis désolée. Elle a secoué la tête. Tout le monde me dit que je suis folle, que je devrais me battre, le supplier de revenir. Mais je n'ai plus la force. Je me sens tellement vide. Je me suis assise à côté d'elle. Vous n'êtes pas folle, vous êtes juste brisée, et c'est normal. Mais je vais vous dire quelque chose. Elle m'a regardée avec des yeux pleins d'espoir. Ce vide que vous ressentez, il ne durera pas éternellement. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous respirez à nouveau, que vous riez à nouveau, que vous vivez à nouveau. Comment vous le savez? Parce que je suis passée par là. Mon mari m'a menti pendant des années. Il est mort avant que je découvre la vérité. Et pendant longtemps, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Et maintenant, je vis. Pour moi. Pas pour son souvenir. Pas pour ce que les gens attendent de moi. Pour moi. Elle a essuyé ses larmes. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous le pouvez. Ça prendra du temps. Mais vous le pouvez. Je lui ai serré la main. Et un jour, vous croiserez votre mari. Ou cette femme. Et vous verrez dans leurs yeux ce même vide que vous ressentez aujourd'hui. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Victoire est morte 3 semaines plus tard. Maître Dufresne m'a appelé pour me l'annoncer. Elle est partie paisiblement, dans son sommeil, et elle a laissé quelque chose pour vous. Quoi? Une lettre. Je vous l'envoie par courrier. La lettre est arrivée 2 jours plus tard. À l'intérieur, quelques mots seulement. Élise, merci de m'avoir donné la permission de partir en paix. Je ne mérite pas votre pardon, mais je l'accepte avec gratitude. Dans cette enveloppe, vous trouverez le bouton. Je vous le rends. Il ne m'appartient pas. Il ne vous appartient pas non plus. Il appartient au passé. Enterrez-le, brûlez-le, jetez-le, et vivez. Victoire. J'ai ouvert l'enveloppe. Le bouton en nacre était là. Je l'ai regardé longuement. Puis je suis sortie sur le balcon de mon hôtel. J'ai tenu le bouton dans ma main. J'ai senti son poids, sa texture, ce petit morceau de nacre qui avait déclenché toute cette histoire. Et je l'ai lâché. Je l'ai regardé tomber, tournoyer dans l'air, disparaître dans la rue en contrebas. Quelque part dans le bruit de la ville, il a touché le sol. Et il a disparu. Pour toujours. Ce soir-là, j'ai repensé à toutes ces années. À Henri, à Victoire, à moi-même. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. La vie ne punit pas. Elle n'est ni cruelle, ni juste. Elle nous donne simplement le reflet de nos choix. Henri avait choisi le mensonge. Et il était mort seul, sur un périphérique, avec une note d'excuse. Victoire avait choisi de construire son bonheur sur la douleur d'une autre. Et elle était morte seule, rongée par la culpabilité. Sylvie avait choisi de fermer les yeux. Et elle avait perdu son mariage. Et moi, j'avais choisi de partir, de ne pas rester prisonnière de l'amertume, de vivre. Et maintenant, j'étais libre. Elle m'avait traitée de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière visite, la femme de l'hôpital, celle qui pleurait sur le banc. Elle m'avait retrouvée grâce à Marguerite. Élise, je voulais vous remercier. De quoi? De m'avoir donné de l'espoir. Ce jour-là, vos mots m'ont sauvée. Elle souriait, ses yeux brillaient. Mon mari est revenu. Il m'a supplié de lui pardonner. Il a dit qu'il avait fait une terrible erreur. Et vous l'avez pardonné? Elle a secoué la tête. Non, je lui ai dit que c'était trop tard, que je méritais mieux. Et j'ai demandé le divorce. Et maintenant, je m'inscris à des cours de peinture. Je voyage, je vis, exactement comme vous m'avez dit de le faire. Elle m'a serré dans ses bras. Merci, Élise. Vous m'avez montré qu'on peut survivre, qu'on peut même s'épanouir. Après son départ, je suis restée longtemps sur mon balcon, à regarder Paris, cette ville qui m'avait vu naître, qui m'avait vu devenir épouse, veuve,
puis femme libre, et j'ai senti quelque chose se refermer en moi, un chapitre, une vie. Demain, je repartais pour Lisbonne, puis Athènes, puis peut-être plus loin encore, parce que maintenant, le monde entier m'appartenait, et cette fois, je le parcourais seul, mais pas par obligation, par choix. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Je vis à Lisbonne, dans un petit appartement avec vue sur le Tage. Chaque matin, je bois mon café sur le balcon en regardant les mouettes tournoyer au-dessus de l'eau. J'ai des amis, des vrais, pas ceux qui me voyaient comme la veuve de Monsieur Morel, mais ceux qui connaissent Élise. Simplement, Élise. Je donne des cours de français 2 fois par semaine à des réfugiés. Je lis énormément. J'écris parfois des petits textes, des poèmes, rien de sérieux, juste pour moi. Et je suis heureuse. Vraiment heureuse. Pas du bonheur bruyant et insouciant. Non, plutôt une paix profonde. Un contentement qui vient de l'intérieur, parce que j'ai appris quelque chose que peu de gens comprennent. On ne peut pas construire le bonheur sur le mensonge, sur l'illusion, sur ce que les autres attendent de nous. Le vrai bonheur naît quand on accepte de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. L'autre jour, une de mes élèves, une jeune Syrienne de 30 ans, m'a demandé pourquoi je n'étais jamais remariée. « Vous êtes belle, Madame Élise, et vous êtes gentille. Pourquoi vous êtes seule ?» J'ai souri. « Je ne suis pas seule, Amira. Je suis libre. C'est différent. Mais vous n'avez pas envie d'aimer à nouveau ? J'aime, tous les jours. J'aime mes amis, mes élèves, les couchers de soleil, les livres, la vie elle-même. On n'a pas besoin d'un mari pour aimer. » Elle a hoché la tête, pensive. « Dans mon pays, une femme seule est malheureuse. Dans le mien aussi, on le pensait. Mais c'est faux. Une femme seule peut être la plus libre de toutes. Parfois, quand je marche dans les rues pavées de l'Alfama, je repense à Henri, pas avec colère, ni avec nostalgie, juste avec une sorte de tendresse distante. Henri était un homme faible, pas méchant, juste faible. Il avait peur de la mort, peur de vieillir, peur de n'avoir pas vraiment vécu. Et cette peur l'a poussé à faire des choix terribles. Est-ce que je lui en veux encore? Non. Est-ce que je l'aime encore? Non plus. Henri fait partie de mon histoire. Mais il n'est plus mon histoire. C'est la différence. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre, de la France, de la part de la femme que j'avais rencontrée dans le couloir de l'hôpital, celle dont le mari l'avait quittée. Elle s'appelait Nathalie. Dans sa lettre, elle me racontait sa nouvelle vie, son divorce, son voyage en Inde, sa renaissance. Élise, vous m'avez sauvée ce jour-là. Vous m'avez montré qu'il était possible de survivre à la trahison. Et pas seulement de survivre, de s'épanouir. Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai pleuré en lisant cette lettre, pas de tristesse, de joie, parce que j'ai compris que ma douleur n'avait pas été vaine, que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, avait servi à quelque chose. Elle avait ouvert les yeux d'une autre femme. Et peut-être qu'elle en ouvrira d'autres encore. La petite boîte en argent est toujours avec moi. Je l'ai gardée, mais je ne l'ouvre plus. Elle est rangée dans un tiroir, sous des foulards et des lettres. Les 2 alliances sont toujours à l'intérieur, mais le bouton en nacre a disparu, emporté par le vent parisien. Parfois, je pense à cette fillette du cimetière. Était-elle réelle? Un ange? Une hallucination née de mon chagrin? Je ne le saurai jamais, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle m'a conduite vers la vérité, et que cette vérité m'a libérée. Il y a quelque chose que j'ai appris au fil de ces années, quelque chose que je voudrais partager avec vous, qui m'écoutez aujourd'hui. La trahison ne vous détruit pas, c'est le mensonge qui vous détruit, le vôtre, celui que vous vous racontez pour ne pas souffrir. Pendant 15 ans, je me suis menti à moi-même. Je me suis dit qu'Henri m'aimait, que notre mariage était parfait, que j'avais eu de la chance, et ce mensonge m'a emprisonné. Le jour où j'ai accepté de regarder la vérité, aussi laide soit-elle, j'ai commencé à guérir, parce qu'on ne peut pas construire une nouvelle vie sur des fondations pourries. Il faut d'abord tout démolir, pleurer, crier, brûler les souvenirs, et ensuite seulement on peut reconstruire, sur du vrai, sur du solide, sur soi-même. L'autre soir, j'ai dîné avec une amie portugaise, Isabelle, une femme magnifique de 75 ans, veuve elle aussi. Nous buvions du vin vert sur une terrasse face à la mer. « Élise, m'a-t-elle dit, tu es la femme la plus libre que je connaisse. Merci. Comment tu as fait? Pour lâcher prise? Pour pardonner ?» J'ai réfléchi longuement. Je n'ai pas pardonné à Henri. Je me suis pardonné à moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant des années, je me sentais coupable. Je me disais, si tu avais été une meilleure épouse, si tu avais été plus attentive, plus belle, plus présente, Henri ne serait pas allé voir ailleurs. Mais c'était faux. Isabelle m'écoutait avec attention. Henri n'est pas allé voir ailleurs à cause de moi. Il est allé voir ailleurs à cause de lui, de ses peurs, de ses désirs, de ses manques. J'ai bu une gorgée de vin. Alors je me suis pardonné de n'avoir rien vu, de n'avoir rien fait, parce que ce n'était pas mon rôle de le sauver.
C'était son rôle de m'aimer honnêtement. Isabelle avait les larmes aux yeux. Tu es sage, Élise. Non, je suis juste une femme qui a appris de ses erreurs. Vous savez ce que je regrette le plus? Ce n'est pas d'avoir épousé Henri. Ce n'est pas d'avoir passé 37 ans avec lui. C'est d'avoir attendu qu'il meure pour commencer à vivre. J'aurais pu voyager avant. J'aurais pu avoir des amis à moi, des passions à moi, une vie à moi. Mais je me suis effacée. J'ai cru que mon rôle était d'être l'ombre d'Henri, la discrète épouse qui rendait sa vie confortable. Et pendant ce temps, ma propre vie s'est éteinte petit à petit. Alors, si mon histoire peut servir à quelque chose, c'est à ça. Ne vous effacez pas pour quelqu'un d'autre. Ne renoncez pas à vos rêves pour faire plaisir. Ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un, aussi brillant soit-il. Parce qu'un jour, cette personne partira. Par la mort, par le divorce, par la trahison. Et vous vous retrouverez seul, face à vous-même. Et si vous n'avez rien construit pour vous, vous serez perdu. Ce matin, je suis allé marcher le long du Tage. Le soleil se levait doucement. Les bateaux glissaient sur l'eau calme. Des joggeurs passaient en me saluant. Et j'ai senti cette paix en moi. Cette paix que je cherchais depuis si longtemps. Elle n'était pas dans les bras d'Henri. Elle n'était pas dans la validation des autres. Elle n'était pas dans l'image du couple parfait. Elle était en moi. Elle avait toujours été en moi. J'avais juste oublié de la chercher. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme de 69 ans, des rides, des cheveux gris, un corps qui a vieilli. Mais je vois aussi autre chose, des yeux qui brillent, un sourire sincère, une femme vivante, pas une veuve, pas une épouse abandonnée, pas une femme brisée, une femme libre. Et c'est la plus belle chose que je puisse être. Alors voilà, c'est mon histoire. Une histoire de mensonges, de trahison, de douleur, mais aussi une histoire de renaissance, de libération, de sagesse. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si vous êtes là, à m'écouter jusqu'au bout, c'est que quelque chose résonne en vous. Peut-être que vous aussi, vous vivez dans un mensonge, dans une illusion, dans une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Peut-être que vous fermez les yeux sur des signes, sur des indices, sur des vérités qui vous terrifient. Ou peut-être que vous avez déjà tout perdu, que vous êtes en plein chagrin, que vous ne voyez pas comment vous allez vous relever. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez une chose. Vous allez survivre, vous allez guérir. Et un jour, peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour, vous allez vous réveiller et vous allez sourire à nouveau. Pas parce que la douleur aura disparu, mais parce que vous aurez appris à vivre avec, à la transformer en force, en sagesse, en liberté. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule d'entre vous décide de ne plus accepter le mensonge, de ne plus s'effacer, de vivre pleinement, honnêtement, courageusement, alors mes 15 années de souffrance n'auront pas été vaines. Parce que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est de montrer aux autres qu'il est possible de renaître, même quand tout semble perdu. Même quand on a 64 ans et qu'on découvre que sa vie entière était un mensonge. Même alors, on peut renaître. Je suis la preuve vivante. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.